L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà Madame Bertinotti, d'abord bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir pour la première fois avec Perrine. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait vraiment une nécessité, je parle non pas pour nous les journalistes parce qu'on en est persuadés, mais pour vous de l'intérieur du gouvernement, de faire cette espèce de démonstration de force avec non seulement une Premier ministre mais une grande partie du gouvernement au garde à vous derrière? Non, c'était pas une nécessité pour nous. Je pense que c'était surtout important pour les Français que le Premier ministre puisse expliquer à la veille de la présentation du budget lors du Conseil des ministres de ce matin, d'expliquer le sens et la cohérence des mesures. Mais c'était pas tout à fait le sens de ma question. Là, je parlais justement de cette démonstration de force qui a frappé, parce que c'est assez rare que dans des paroles et des actes, un personnage, quand il est au pouvoir, vienne avec tout son gouvernement. Que nous sommes une équipe gouvernementale, solidaire et loyale. C'est aussi une mise en scène destinée à asseoir son autorité. Je pense que la notion d'équipe est une réalité. Alors, une équipe, mais ça n'est peut-être pas très bien perçu dans l'opinion. Oui, mais une Donc équipe... il avait besoin, Jean-Marc Ayrault, de cette mise en scène sur le plateau hier soir de France 2. Je ne crois pas que d'abord ça soit une mise en scène. Et c'est souvent dit, mise en forme, alors. beaucoup de nouveaux ministres, donc de nouveaux visages. C'est aussi l'occasion de démontrer quelle est la réalité, y compris la réalité physique de cette nouvelle équipe gouvernementale. Avec certes des gens que l'on connaît déjà, mais aussi des hommes et des femmes qui ne sont pas des novices en politique comme quelquefois on entend, mais qui n'ont pas eu l'occasion forcément d'exercer cette fonction ministérielle, de montrer la diversité de ces visages, c'est important. Alors on va parler évidemment de votre ministère avec Perrine et évidemment ensemble tout à l'heure, mais je voudrais revenir quand même sur une idée qui est une idée de communication. Alors la politique c'est pas de la communication, mais la façon dont Jean-Marc Ayrault a réexpliqué que 9 foyers sur 10 ne seraient pas touchés par la pression fiscale, c'est aussi une sorte d'aveu que jusqu'à présent il y avait un flou. Parce que attendre maintenant, c'est-à-dire la fin du mois de septembre, pour réexpliquer aux Français quelque chose qui implicitement devrait être connu depuis un certain temps, est quand même la démonstration que là, quelque chose patinait. Non, mais... Soyons francs. Oui, mais la politique, c'est beaucoup de pédagogie. Tardive. Peut-être, mais en tout cas, c'est beaucoup de pédagogie. Et il était important que le Premier ministre, justement, fasse ce travail de pédagogie. Le budget, c'est aujourd'hui qu'il est présenté. Et je sais bien que c'est une méthode difficile à entendre quelquefois par les médias, que cette méthode d'écoute, du dialogue... Surtout. Mais peut-être... C'est les Français qui ont eu cette impression de matraquage fiscal que lui-même nie. Les Français ont à la fois choisi d'avoir un président normal et de ne plus avoir un président omniprésent à propos de tout et de n'importe quoi. Mais un président normal, c'est aussi le fait de revenir sur la consultation de ces fameux corps intermédiaires qui ont été délaissés, c'est-à-dire de retravailler avec les syndicats, de retravailler avec les associations, de les écouter, et le temps de l'écoute, le temps de la formalisation des propositions et le temps de leur application nécessite un peu plus que peut-être ce que le temps médiatique réclame. Pardonnez-moi de vous interrompre et Perrine va enchaîner, mais dans la fameuse affaire de la CSG, justement, que tout le monde attend et qui de toute façon est inexorable, on voit bien le raisonnement implicite qu'il a tenu hier soir, c'est-à-dire que la TVA, non. La CSG, ce n'est pas pour l'instant le cas, mais quand on aura fait le tour de tout le monde, on va y revenir et finalement on finira par l'annoncer. Et c'est là où il y a peut-être un décalage de méthode, vous parliez de la méthode de Nicolas Sarkozy auparavant, qui paraît un petit peu lente pour les Français, parce que tout le monde sait que c'est inexorable, qu'il va falloir que ça ait lieu. Donc est-ce qu'on a vraiment besoin de réunir tous les partenaires sociaux pour prendre un acte d'autorité gouvernementale? Mais oui, mais c'est indispensable. Quitte à perdre du temps. Mais on ne perd pas du temps. On ne cesse de dire qu'il faut réformer notre pays. Il y a deux façons de faire la réforme. Soit vous la propulsez du haut, et on voit ce que ça a donné pendant les 5 ans précédents, c'est-à-dire que on n'a pas réformé la France. Soit on décide qu'effectivement, c'est en associant les citoyens dans ce processus de réforme que la réforme peut être acceptée, digérée, et donc réussir en France. Mais les gens ne sont pas dupes, madame, pardonnez-moi.
Perrine, moi, ceux qui m'écoutent, ne sont pas dupes. La CSG, on va y arriver. Vous devez être rassurés de savoir que 9 Français sur 10 ne vont pas être concernés par une augmentation des impôts. Et moi, je pense aussi mais j'insiste. Permettez-moi d'insister sur une chose. Et Perrine enchaîne. Il est important. Et je pense que là, Jean-Marc Ayrault l'a très bien démontré, de comprendre que oui, il y a augmentation des impôts. Oui, il y a augmentation des impôts pour les 10% de Français qui sont les plus riches. Oui, ça c'est un changement radical. On est passé du bouclier fiscal à effectivement des mesures de justice fiscale où ce sont les plus aisés qui vont contribuer à l'effort. Oui, ça c'est une politique de gauche. C'est un changement radical. Et je pense qu'il est important de savoir au moment où effectivement il est demandé des efforts, sur qui portent prioritairement les efforts. C'est ni les classes populaires, ni les classes moyennes. Mais au-delà des questions fiscales, vous ne sentez pas l'impatience des Français qui se manifeste à travers une crise d'impopularité déjà assez importante pour l'exécutif ? Mais l'impatience, elle se manifeste à l'égard d'une crise qui effectivement est une crise qui rend très méfiants nos concitoyens et que moi je peux comprendre. Donc les Français attendent que le gouvernement prenne rapidement des décisions. Mais qui oserait aujourd'hui dire que la crise va être résolue en 100 jours ou en 150 jours? Personne. En tout cas, Jean-Marc Ayrault et le gouvernement ne le dira pas. Nous avons besoin de réformes, y compris de réformes structurelles dans tous nos secteurs. Cela demandera un minimum de temps. Et je pense qu'il faut rétablir la confiance. J'entendais son édito. C'est insupportable d'être dans un pays où on est toujours dans la recherche de la critique. À un moment donné, on peut critiquer les grands choix d'orientation politique. Le CIMES a été tranché. Aujourd'hui, il y a un véritable plan d'ensemble, définition une cohérence dans le budget d'une politique de l'emploi. Laissons-lui les chances déjà de se réaliser. Sans la confiance, de toute façon, on ne s'en sortira pas globalement. Mais c'est pas une défiance des médias de considérer que, par exemple, la grande évolution des principaux indicateurs ne se renverse pas. C'est pas une mise en cause d'entrée ou avec des a priori d'un gouvernement. Mais si vous avez le chômage prenons un exemple. Mais si François le chômage Hollande dans 3 mois est à 3,5 millions, il ne va pas pouvoir dire c'est Nicolas Sarkozy. Sauf que François Hollande, vous l'avez entendu, a dit qu'à la fin de l'année 2013, il souhaitait une inversion de l'évolution de la courbe du chômage. C'est un engagement excessivement fort et que ça soit la création des 150 000 emplois d'avenir ou Vous imaginez le désarroi si c'est pas le cas, c'est-à-dire si les emplois d'avenir et les contrats de génération ne fonctionnent pas et qu'on est à 3,5 millions de chômeurs, qu'est-ce qu'il va dire? C'est pour ça que les économistes ne sont pas convaincus. Nous sommes tout à fait conscients de l'importance de cet engagement. Perrine, nous changeons de sujet. Exactement, on va parler un petit peu de votre ministère, celui de la famille, avec un texte important qui va vous concerner, c'est celui qui accorde le mariage pour tous, notamment le mariage homosexuel. Alors la majorité de l'opinion française est plutôt pour, mais il y a un tiers des Français qui veulent un référendum. Est-ce que ça serait une bonne option pour apaiser le débat en France ? Alors vous savez déjà que c'est une question qui n'est pas matière à référendum, si je me plaçais strictement sur le plan constitutionnel. Le deuxième élément, ça fait partie des 60 engagements que François Hollande a pris. On avait un petit livret qui a été très largement diffusé. François Hollande a été élu le 6 mai. Les députés qui se sont présentés au nom de la majorité présidentielle l'ont fait sur la base de ces 60 engagements. Il y a une majorité qui est très nette, qui s'est dessinée. Donc, je fais confiance à l'ensemble de la classe parlementaire pour effectivement réaliser l'engagement 31, puisqu'il s'agit de l'engagement 31. Alors, quand ce texte va arriver devant les parlementaires ? Ce texte va être présenté en Conseil des ministres à la fin du mois d'octobre et l'on peut estimer qu'il y aura une première lecture certainement avant la fin de l'année 2012 pour un vote au premier trimestre 2013. Quel va être le périmètre de la loi ? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que ça va concerner également l'adoption pour les couples homosexuels ? Alors, de toute façon, le texte de loi se fait sur la base de l'engagement 31 dans lequel il y a le mariage pour tous et l'adoption pour tous. Donc ça, c'est déjà la base. Effectivement, au cours des auditions que nous avons menées conjointement avec Christiane Taubira, des questions
ont été soulevées et qui sont légitimes puisqu'elles ont un lien direct avec cette notion de mariage et d'adoption. Et effectivement, sur ces questions, eh bien, il y aura un arbitrage par le Premier ministre et le Président de la République. Ce n'est pas une manière de nier la nécessité, évidemment, de ce mariage ou d'évolution de questions de société. Mais Philippe Tesson disait il y a quelques jours, ici même, sur notre antenne, que fondamentalement, aujourd'hui, l'important, c'est l'économique et tout le reste est accessoire. Et même à droite, les gens considèrent que tout ça est une sorte de rideau de fumée, c'est-à-dire, prenons, pardonnez-moi, hein, c'est pas violent, mais prenons des mesures sociétales qui finalement n'ont pas d'impact sur la vie quotidienne des Français, amusons la galerie et pendant ce temps-là, cherchons toujours à trouver une solution pour sortir des déficits du chômage. Moi, je vais vous répondre sur cette question parce que, justement, et c'est non pour pas cela... un ministère factice, mais des décisions qui finalement n'ont aucune implication sur la vie réelle des gens. En tant que ministre des familles, moi je tiens à dire que je m'occupe de toutes les familles et du quotidien des familles. Et le quotidien des familles, c'est fondamental. Aujourd'hui, on a un retard des institutions sur l'évolution de la société. Vous avez une diversité des familles. Vous avez les familles recomposées, vous avez les familles monoparentales, vous avez déjà les familles homoparentales et les familles classiques. Dans un certain nombre de cas, les enfants au fond, sont fragilisés juridiquement. C'est-à-dire, soit il n'y a pas de statut de beaux-parents dans les familles recomposées, soit nous avons des enfants qui sont dans les familles homoparentales dont un seul parent est reconnu. Est-ce que, en cette période de crise, offrir de la sécurisation juridique à une population qui justement met la confiance dans la valeur famille, est-ce que ça n'est pas un élément aussi important? Parce que résoudre la crise, c'est aussi assurer du lien social et faire en sorte qu'on puisse sécuriser la famille, qui est un lieu qui est d'autant plus important en période de crise. Vous savez que dans la grande bataille sur ce thème avec la droite, l'argument qui vous est opposé, et après Perrine vous posera la dernière question, c'est de dire, s'appuyant sur des travaux contestables ou pas, que ce mariage gay, c'est un mariage, pardonnez-moi l'expression directe, contre nature. C'est-à-dire un mariage qui n'a aucun sens sur le fond. Vous répondriez quoi à cet argument? Je pense que c'est de l'ordre du présupposé que de dire que aujourd'hui, deux personnes de même sexe n'auraient pas droit à l'amour, n'auraient pas droit à la reconnaissance par la République de cette volonté de constituer un couple et de rentrer justement dans un cadre juridique. Moi, j'attends qu'on m'explique. C'est au cœur de la bataille, hein, avec une partie des arguments. Mais vous savez... Je prends Madame Boutin, par exemple, dès qu'on lui parle du mariage gay, elle saute au plafond. Parce que c'est sur l'institution du mariage. Moi, ce que je constate au niveau des auditions, c'est, y compris en ayant entendu les différentes autorités religieuses, eh bien, il n'y a pas de contestation de l'homosexualité. C'est un grand progrès. Il faut toujours se souvenir, c'était en 1981, la dépénalisation de l'homosexualité comme délit. Je veux dire, vous voyez bien que la société a beaucoup avancé, y compris parmi ceux qui sont les adversaires du mariage pour les homosexuels. Nous sommes en direct avec Madame Bertinotti. Dernière question, Perrine. Oui, il me reste peut-être 10 secondes. Vous avez longtemps accompagné Ségolène Royal dans son combat politique. Elle était à l'ONU cette semaine. François Hollande aussi. Et François Hollande l'a snobée dans le grand hall de l'ONU. Est-ce que ça frôle pas un peu le ridicule, toute cette histoire? Je pense que l'important, c'est quelle place et quel rôle politique et quelle voix politique Ségolène Royal pourra faire entendre très prochainement. Tout le reste elle n'a pas vraiment de n'est place dans cette vie politique. C'est vrai, vous avez raison. Pour l'instant, effectivement, elle a pris du recul, elle a pris de la distance par rapport à effectivement une période qui a été très dure, voire douloureuse pour elle, et qui a nécessité qu'elle puisse reprendre de la hauteur. Moi, je crois que c'est une place politique indispensable. Elle a une voix unique. C'est à François Hollande de faire ce geste pour lui redonner cette place dans la vie politique française? C'est à la gauche, collectivement, de prendre cette responsabilité-là. Merci Dominique Bertinotti donc d'avoir été en direct avec nous sur l'antenne de Radio Classique et donc de Public Sénat. Perrine, on se retrouve la semaine prochaine. Merci.